Alors, faut-il ou pas d'ailleurs faire payer les plus aisés, les riches, pour rembourser la dette issue de la crise du Covid? Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef au magazine L'Express. Alors, on sent bien que ce débat autour de cette question, déjà est en train de monter, risque de monter encore plus et de prendre plus d'épaisseur dans les prochains mois. Mais quand on écoute le gouvernement, notamment Bruno Le Maire en tête, il le répète sans arrêt sur toutes les ondes, il dit non, pas de hausse d'impôts. Mais la question peut-être, c'est jusqu'à quand? Oui, 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 jusqu'à quand? Parce qu'on voit bien que à droite comme à gauche, la question des inégalités créées par cette pandémie sont dans les questions sont de plus en plus nombreuses, et on se dit que face à la violence de la récession qui a fait basculer tous les comptes de l'État et de la sécurité sociale dans le rouge vif, on a encore vu les comptes de l'Unédic qui sont catastrophiques, mais il va falloir trouver de nouvelles recettes. Alors pour le moment, le gouvernement reste droit dans ses bottes en disant il n'y aura pas d'impôts, il n'y aura pas aussi d'effacement partiel de la dette, sauf que comment on fait? Alors, et donc revient cette question de l'augmentation des prélèvements sur les ménages les plus aisés. Mais dans cette galaxie des prélèvements sur les ménages les plus riches, il y a plein de choses en fait. Il y a à la Ouais. fois de l'imposition sur le revenu, il y a de l'imposition sur le patrimoine, il y a un des gros sujets, c'est celui tabou de la succession. Il y a aussi, pourquoi pas, la taxation du trop-plein d'épargne. Donc il On faut va en les passer fait tous en revue. regarder. Béatrice, Voilà. on va tous les passer en revue, mais Oui. c'est vrai qu'à gauche comme à droite, on voit bien que de plus en plus de voix défendent cette idée d'augmenter les impôts sur les ménages les plus aisés pour payer la facture de Oui, la crise. oui, parce que fondamentalement, cette crise, elle est inégalitaire. En fait, elle a creusé les inégalités. De C'est pas revenus ou de tellement patrimoine? des inégalités de patrimoine. Et on peut pas tellement faire autrement. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place, notamment par les banques centrales, a évidemment sauvé le système, a permis aux États en fait de financer les déficits, puisque les banques centrales ont acheté très très massivement toutes les émissions de dette. Et donc en maintenant les taux d'intérêt très très bas, en inondant de liquidités les marchés financiers, vous avez eu des bulles qui se sont formées sur tous les marchés boursiers, sur des marchés de matières premières. On voit bien, dernièrement, c'était le bois qui flambait. Vous avez eu des matières premières, l'argent. Vous avez c'est les crypto-devises avec une volatilité très forte. Mais on voit bien qu'il y a énormément d'argent en circulation et donc des micro-bulles qui se gonflent partout. Et évidemment, ceux qui ont du patrimoine et du capital en profitent au détriment de ceux qui ne vivent que de leur salaire. Donc vous avez des inégalités profondes de patrimoine qui se sont creusées. D'où Vous, pardon, je vous coupe, vous mettez l'idée. l'immobilier dedans, dans le gonflement des actifs, vous mettez donc tout ce qui est lié à la bourse, Voilà. mais aussi l'immobilier? Oui, 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 aussi l'immobilier. Même si il y a certains secteurs où ça peut un peu, où ça s'est un petit peu calmé, mais il n'y a pas eu d'effondrement des prix de l'immobilier comme on aurait pu l'imaginer dans une récession comme celle-là. Donc alors même que les revenus, eux, n'ont pas progressé et sont plutôt contraints d'ailleurs, si on imagine qu'il y a une progression du chômage. Donc Donc, l'inégalité de donc patrimoine, inégalité de patrimoine qui sont déjà criantes, d'ailleurs quand on regarde les chiffres qui était avant même la qui est crise, tout à les fait, vraies qui inégalités était déjà aujourd'hui, elles là. sont Tout, plus que de tout revenus, à fait. puisqu'il y a beaucoup de Tout à transferts fait. sociaux qui sont là pour les gommer Voilà, ex dans le post. cas français. Dans le cas français, en fait, quand on regarde la question des inégalités, elle est moins sur les inégalités de revenus que sur les inégalités de patrimoine, parce que sur les inégalités de revenus, si ex ante avant redistribution, effectivement, on est presque dans des niveaux d'inégalité d'un pays anglo-saxon. Quand on a tous les filets de la protection sociale et des transferts sociaux, finalement, on a un pays après prestations sociales, on a très peu d'inégalités, donc très peu. Les égalités de revenus sont assez réduites, ce qui n'est pas du tout le cas des inégalités de patrimoine qui s'était accru ces dernières années, et là le fossé s'est encore creusé. Quand on fait le tour de piste, on peut se dire bon, qu'est-ce qui est sur la table? Alors, Alors on va dire je vous coupe, mais j'imagine oui, évidemment l'impôt sur le revenu avec une tranche ah, marginale exceptionnelle. voilà, Mais c'est ça. ça existe déjà, ce truc-là, c'était fait sous Hollande, non? Et alors justement, ça existe parce que depuis 2012, et pour les ménages les plus riches, il y a une contribution exceptionnelle
qui est égale pour les célibataires, par exemple, à 3% de la fraction du revenu fiscal de référence compris entre 250 000 et 500 000, et au-delà, c'est à 4%, qui a été mis en place, et ce, jusqu'à ce que les déficits publics soient revenus à zéro. Donc on peut imaginer que cette contribution exceptionnelle va rester là pendant très très longtemps. Il faut voir que en matière de contribution exceptionnelle, la France, en fait, a le don de rendre une hausse d'impôt exceptionnelle pérenne. On rappellera l'exemple la CRDS. De la vignette, mais aussi plus récent de la CRDS, qui a été payée, qui est aujourd'hui payée par tous les salariés. C'est une petite ligne à côté de la CSG sur votre bulletin de paye, qui avait été créée en 96 pour rembourser la dette sociale, la dette de la sécurité sociale, sur un horizon qui ne devait pas dépasser 13 ans au départ, et puis qui finalement, à chaque fois que les déficits, la dette sociale s'est de nouveau creusée, on a prolongé la durée de vie de la CRDS. Donc c'est pas possible de rajouter, enfin on peut toujours rajouter après une tranche marginale, mais elle existe déjà. Elle existe déjà, et comme on a dit au début, finalement le problème n'est pas tant les inégalités de revenus que le patrimoine. Eh ben, on taxe le patrimoine, mais dans ces cas-là, ça serait le retour déguisé de l'impôt sur la fortune, non? Alors voilà, là où en France on est dans une situation particulière, c'est qu'il y avait, c'est un totem, la suppression de l'ISF son remplacement par l'IFI. Il n'empêche que c'est là aujourd'hui que le sujet est majeur, et on voit bien que en Angleterre, au Royaume-Uni, le sujet est sur la table. Il l'est aussi aux États-Unis, dans une grande partie de l'Amérique latine aussi. Et il faudrait sans doute ne pas l'appeler ISF, mais lui donner un autre nom. Peut-être réfléchir à son contour et sa pérennité ou pas, mais un impôt sur les grandes fortunes serait sans doute nécessaire, d'autant plus que c'est justifié par la crise et ce creusement des inégalités dont on parlait. Bon, après, il y a un sujet un peu tabou, c'est la taxation des héritages, enfin la réforme des successions au sens large. Et là, on se dit que c'est quand même une machine à baffe, ce dossier. Alors, c'est une machine à baffe, personne ne veut y aller. Pourtant, c'est sans doute, alors c'est vrai que c'est un des débats, quand on parle de fiscalité, un des débats les plus tabous en France, celui d'héritage, mais quand on regarde les statistiques, là encore, elles interrogent. Alors il y avait un rapport du think tank Terra Nova qui avait été publié en 2019 et qui demandait, qui était déjà un plaidoyer, donc avant la pandémie, en faveur de la fiscalité des successions, en disant, et les auteurs de cette note disaient, on est en train de construire une société d'héritiers, on revient dans une société finalement balsacienne, la fin 19e, début 20e siècle. Il y a quelques chiffres qui sont intéressants, c'est-à-dire en 2015, alors ça date un petit peu, mais ça s'est encore accéléré depuis, en 2015, le patrimoine net des ménages représentait 8,3 années de revenus disponibles contre 4,9 en 80. Et de fait, la valeur des patrimoines transmis, quand on rapporte par rapport au PIB, a retrouvé depuis quelques années les très très hauts niveaux du tout début du XXe siècle, quand on avait une société vraiment d'héritiers, où il y a plus d'ascenseurs permis par juste le travail. Donc remettre à plat la fiscalité des successions en taxant beaucoup plus les grosses successions et en allégeant les taxes pesant sur les petites successions permettrait en fait de ramener pas mal d'argent. Il y avait des projets sur la table qui permettaient si on augmentait de 25% le rendement de la fiscalité des grandes successions, ça permet de ramener 3 milliards d'euros, ça, 3 milliards d'euros de recettes fiscales, grosso modo ce qui a été perdu sur l'ISF. Il y a aussi l'assurance vie qui est en ligne de mire. J'ai vu qu'il y a une proposition de socialiste qui disait, surtout en toile de fond, c'est la question de l'épargne accumulée depuis le début de la crise, 200 milliards sur 2020-2021. Bien sûr. Le gros, ça, c'est le magot d'épargne, magot du trop-plein d'épargne qui fait saliver tout le monde. Ouais. Alors quand on dit les comptes bancaires des Français débordent, c'est pas les comptes bancaires de tout le monde. Ce trop-plein d'épargne estimé un peu de 130 milliards d'euros, il faut bien voir qu'il est très concentré sur les classes moyennes et supérieures
supérieurs et les plus riches, puisque 20% des ménages les plus aisés détiennent ont accumulé 70% de cette épargne. Donc il y avait un projet de loi qui a été rejeté, hein, mais à mon avis qui reviendra, qui visait à accroître la fiscalité pesant sur l'assurance vie, dont les encours dépassent les 30 000 euros. Ça, voilà. Ça a été rejeté. Il faut voir que le surplus d'épargne, là, a été pas tellement mis sur l'assurance vie, mais beaucoup sur des comptes des livrets A, des comptes surlivrés, etc. Donc, toucher à la fiscalité de ces livrets sera politiquement aussi très difficile. Donc pour vous, ce débat va monter de plus en plus à l'approche de la présidentielle, évidemment, pour régler la facture. Et en même temps, on se dit, quand on regarde en cumul ce que ça peut rapporter, quelques milliards par-ci et par-là, évidemment, certains diront c'est bon à prendre, mais quand on voit le montant du déficit, que ce soit 10 points de PIB ou la dette, enfin on se dit que c'est une goutte d'eau, non? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour autant. Mais Non, c'est sans doute une goutte d'eau, mais la politique, elle est aussi faite de symboles. Et dans le monde post-Covid dans lequel nous allons entrer dans quelques mois, quand la crise sanitaire sera, espérons, derrière nous, les symboles, et notamment l'équité, auront leur importance. Merci beaucoup. Point de vue signé Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'Express. Merci Béatrice, bonne journée. Merci, au revoir. Bye.